Madame la Présidente, Madame la Première ministre, mes chers collègues, le 24 février dernier, jour de l'invasion, j'avais à cette tribune utilisé les termes de guerre culturelle, d'anti-Europe. Je voudrais revenir sur ce point pour commencer mon intervention. Je représente les Français d'Europe centrale, aux premières loges de ce conflit. Mais je représente aussi le franco-allemand. Le franco-allemand profond, le franco-allemand ancien et en plein renouveau, le franco-allemand solide, le franco-allemand citoyen. Il y a bientôt 80 années, des ennemis héréditaires, quand les ruines sont encore fumantes à certains endroits, quand au sortir de l'horreur, des villes entières ont encore faim et froid l'hiver, quand la région de la Sarre est française et le sera encore 12 ans, en proie à des tensions communautaires parfois violentes, quand le Bade-Wurtemberg n'est pas l'Allemagne, mais zone d'occupation, eh bien c'est à ce moment, dans ces tensions, que ces ennemis héréditaires, par un contre-pied génial au déterminisme, aux nationalismes étriqués, que ces ennemis héréditaires fondent une communauté du charbon et de l'acier et fondent un modèle unique de réconciliation par le faire ensemble, sur les terres belligènes de notre chère Europe. Oui, nos territoires sont belligènes et ils le resteront. Comment serait-il autrement? Sur un isthme assez contraint, tant de nations, de peuples, de religions, de systèmes administratifs, de langues, d'alphabets même, tant de systèmes de valeurs, de nostalgie contradictoire, se sont entrecroisés et s'entrecroisent encore. Tant de migrations, parfois lentes, parfois rapides, parfois récentes, parfois anciennes, parfois spontanées, parfois contraintes. Tant de migrations qui ont rendu chacun aussi différent, mais aussi légitime que son voisin, voire que son colocataire. Deux modèles face à cette question posée depuis des siècles à notre Europe. Un modèle impérialiste, rétrograde, souvent violent, la domination de l'une des nations, ou alors un modèle coopératif qui prône l'unité dans la diversité, tourné vers les défis communs et supérieurs, à partir d'une gestion humaniste des conflits indispensables à la diversité européenne, où l'histoire est un débat scientifique et un outil de rapprochement, où l'avenir de la planète est un sujet commun et urgent. Aujourd'hui, les masques sont tombés. L'histoire devient une arme au service de l'état-major de l'agresseur. Les soldats ne sont plus des citoyens avertis. La langue devient un oukase. Quand l'impérialisme moscovite se concentre sur sa propre survie, alimente sa nostalgie, comment pourra-t-il affronter les vrais défis du XXIe siècle, la défense de la planète, la lutte contre les inégalités? Comment pourra-t-il participer de près ou de loin à un effort commun? On nous accuse souvent d'utiliser des grands mots, que le terme de valeur ne veut rien dire face à l'hiver qui arrive et aux vrais intérêts de nos concitoyens. Cette guerre met du concret, de l'évidence, du tangible sur cette confrontation de modèles, cette confrontation de valeurs. Non, nos valeurs ne sont pas une novlangue pour cacher l'anti-France, une novlangue pour cacher la guerre sociale. Le modèle porté sans masque aujourd'hui par le régime de Moscou, c'est l'assignation à résidence permanente. Assignation à résidence dans ta langue, dans une narration historique. Et les dernières parodies de référendum l'ont prouvé. Ces assignés à résidence n'ont même plus besoin d'être chez eux pour que l'empereur leur impose son choix. Nous sommes revenus au temps de Gogol. Ce ne sont plus les âmes mortes que l'on fait participer, ce sont les âmes enfuies, les familles réfugiées et déplacées, dont on nous explique qu'elles ont bien voté. Dans notre modèle à nous, nous nous battons pour émanciper, nous nous battons contre l'assignation à résidence. L'Union européenne n'est pas un arrangement tranquille quand tout va bien. Ce n'est pas une vieille idée avachie de fin de banquet électoral. Et cette guerre nous le rappelle. L'Union européenne, c'est une méthode permanente de règlement humaniste des conflits inhérents, voire nécessaires à nos territoires européens. C'est une idée jeune, parfois incomprise. C'est une organisation qui se trompe et qui fait des fautes parfois. Oui, c'est vrai, mais c'est une idée vitale, indispensable à notre diversité européenne et qui aujourd'hui nécessite de notre part de la vaillance dans les agressions qu'elle subit, dans l'escalade de violence, dans le tourbillon de bas instincts qui la menacent.
Non, défendre cette ligne, ce n'est pas être va-t-en-guerre, c'est être lucide sur ce qu'une paix durable exige de vaillance. Ce n'est pas être va-t-en-guerre, mais être bats-toi pour la paix. Ce n'est pas notre guerre, c'est notre confrontation. Alors, quelles conséquences pour nos concitoyens, pour notre rôle de parlementaires français? Chers collègues, gardons-nous d'abord de l'arrogance. Nous avons besoin d'un langage de vérité et non de certitude et de division. Ce n'est pas l'arrogance qui permettra la lente construction d'institutions démocratiques fiables, mais l'entraide, la franchise et toujours le respect. Poutine est en difficulté sur le plan militaire, il est encore efficace sur le plan politique. Et il met à l'épreuve notre constance à défendre nos valeurs, notre constance à défendre notre modèle et notre avenir. Alors que l'hiver s'annonce difficile et que des partis politiques, par calcul électoral ou par soumission intellectuelle, voudront mettre un terme aux sanctions et à l'aide à l'Ukraine, il faudra tenir notre cap et nos engagements. Il faut clairement poser la question au Rassemblement national. Devons-nous abandonner des sanctions économiques contre un régime qui, par exemple, déporte des milliers d'enfants et de civils ukrainiens pour les russifier? Ce n'est ni conforme à nos valeurs, ni même dans notre intérêt. Nous, députés démocrates, depuis le premier jour, nous sommes très clairs sur notre position et nous n'avons jamais tergiversé. Nous sommes pour le renforcement des sanctions à l'encontre du régime de Moscou. Nous devons de plus nous engager dans la reconstruction de l'Ukraine. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien entendu, du dur, des bâtiments bombardés souvent sans raison tactique, des maisons, des hôpitaux, des écoles, des routes, des ponts, des infrastructures. Cela veut dire aussi remettre en place des administrations fragiles depuis longtemps à cause de la bureaucratie ancienne ou de la corruption. Cela veut dire recréer des circuits de finances publiques et collectives. Oui, nous devons commencer à reconstruire, participer aujourd'hui de façon assumée à cette reconstruction. Tout d'abord parce que les Ukrainiens nous le demandent, en plus des moyens militaires. Et ils nous demandent même plus que de la reconstruction. Dans tous les contacts, les nombreuses visites et rencontres que j'ai pu effectuer, mes interlocuteurs ukrainiens parlent plus de modernisation que de simple reconstruction. Ils assument la fragilité de leur démocratie récente, leur dysfonctionnement, leur division, et ils ne veulent pas reconstruire à l'identique, dans un grand bricolage plus ou moins humanitaire, ni reprendre les mêmes processus. Ils veulent que nous les aidions à moderniser, à transformer, à rendre leurs pratiques publiques plus transparentes et plus efficaces. Je l'ai entendu de gouverneurs de région, de responsables d'associations, de maires, de directeurs d'écoles et d'hôpitaux. Nous avons des outils en France et en Union européenne. Nous avons des outils pour lutter contre la corruption et pour la libre et juste entreprise, contre l'endoctrinement des médias et pour la citoyenneté éclairée, contre l'embrigadement et pour l'émancipation dans les écoles. Nous n'allons pas aider des gentils contre des méchants. Nous allons développer et construire sur un territoire de conflits anciens et récents. Nous allons construire avec vaillance le seul modèle qui garantira, si nous y arrivons, que la fin de la guerre d'aujourd'hui ne sera pas l'origine de celle de demain. Il y a au cœur de notre action un enjeu critique, aujourd'hui dramatique. Les enfants d'Ukraine sont l'avenir de l'Ukraine. Nous devons aider le système scolaire à rester simplement en vie, relier, garder les enfants ukrainiens que nous avons accueillis, les ramener dès que possible, aider à les éduquer, multiplier les échanges scolaires comme nous l'avions fait entre Français et Allemands. Et nous devons réussir à faire revenir de captivité ceux que le régime russe a kidnappés et déportés. Il n'y a pas d'autre mot. Ce ne sera pas le geste d'un grand frère à un petit frère, de nations dominantes à des soi-disant esclaves ou colonisés, mais la lente construction d'une coopération où, oui, l'Ukraine apportera à la communauté ses forces, celles que l'on connaît, son agriculture, mais aussi la décarbonation de l'énergie, auquel on pense moins, ou la numérisation de l'état civil, qui est une réussite chez eux. C'est notre manière de faire, c'est notre mode de coopération, notre boussole européenne dans le fracas du monde, planifier, structurer et faire ensemble dès aujourd'hui pour vivre en paix, durable et souveraine demain. Les Ukrainiennes et les Ukrainiens se battent pour leur liberté et la nôtre. Nous devons les soutenir,
Nous devons, avec vaillance et courage, prendre la main aujourd'hui sur la reconstruction pour notre souveraineté et la leur. Je vous remercie.